Donc bonjour, ici c'est une petite capsule sur l'espace des phases d'un système dynamique. Donc c'est quoi l'espace des phases? C'est en fait un champ de vecteurs, comme on voit deux exemples ici. Un champ de vecteurs qui représente l'évolution naturelle d'un système dynamique. Donc par exemple pour une masse, ici, on voit que par exemple le champ de vecteurs va représenter l'évolution de deux coordonnées, sa position puis sa vitesse. Donc une masse, si on n'applique aucune fois sur une masse, si on l'initialise à une vitesse non nulle ici, la position va augmenter, mais la vitesse va rester constante. Par contre, ici, un système un peu plus compliqué que la gravité qui s'applique sur mon pendule ici qu'on modélise. Et ici, j'aurai la position qui sera un angle, puis la vitesse qui est la vitesse angulaire reliée au taux de variation de mon angle ici. On verrait qu'il y a un comportement un peu plus compliqué que le champ de vecteurs qui est l'espace des phases de mon système illustre. Donc, par exemple, des vecteurs qui tournent en rond comme ça représenterait une petite oscillation de mon pendule comme ça. Tandis que la ligne en haut comme ça représenterait mon pendule qui tourne à haute vitesse comme ça, qui va un peu plus vite quand il passe en bas, mais qui ralentit un peu en passant en haut, comme on voit ici. Donc, l'espace des phases comme ça, c'est une façon très visuelle de voir toute la dynamique d'un système. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça nous permet de visualiser et de comprendre des dynamiques non linéaires. Donc ça, on est capable de tracer un champ de vecteurs pour des équations qui peuvent être très non linéaires, comme ici pour mon pendule. Ça, c'est non linéaire à cause de sin θ. L'effet de la gravité est relié non linéairement à mon angle ici. Donc, dès qu'on a des équations sous cette forme-là, on est capable de tracer ce champ de vecteurs-là. Bien évidemment, en deux dimensions, on peut le visualiser, mais si on a plus d'états, c'est plus compliqué à visualiser, mais tous les principes qu'on peut comprendre de cette analyse-là peuvent s'appliquer quand même. Donc, l'espace des phases, c'est relié à l'équation d'état. Donc, c'est quoi, si on se rappelle un petit peu, nos états, qui sont notés dans le vecteur x, c'est ce que j'appelle des coordonnées dynamiques, si on veut. C'est l'information que j'ai besoin de savoir pour prédire le futur d'un système dynamique. Et l'autre partie importante, c'est les entrées, qui serait comme un signal qui influence la dynamique de mon système. Donc, pour des systèmes mécaniques comme ça, souvent mes entrées, ça pourrait être des forces externes ou un couple, par exemple, qu'on applique sur le système dans le but de le contrôler. Puis on va voir que ces entrées-là, ça va en fait modifier, ça va dévier nos vecteurs. Ça va nous donner des options d'évolution de vecteurs pour un état donné. On a plusieurs options d'entrée qu'on peut appliquer sur le système. Ce qui va nous dire que pour un point donné ici, je vais avoir différentes options en fonction des forces que j'applique sur mon système dans le cas d'un système mécanique. Donc, regardons un peu plus c'est quoi en détail ce champ de vecteurs-là, qui est en fait directement relié à illustrer cette équation-là. Donc ici, on va un peu plus de détails. Cette fonction-là doit calculer le taux de variation de mes coordonnées dynamiques en fonction des coordonnées dynamiques actuelles et des entrées. Donc, notre champ de vecteurs, c'est ces équations-là qui illustrent. On peut envoyer le dt d'un côté, comme ça. Donc, on va voir que cette fonction-là, pour un petit instant donné, qu'est-ce qu'elle représente? C'est où est-ce que va se retrouver nos états un dt plus tard. Donc, en fait, si mon vecteur d'état x, je le décompose en deux coordonnées, x1, x2, et que je me trouve à un point, à un temps donné, je suis ici, x1 à t, x2 à t. On peut voir cette coordonnée-là comme le vecteur x à t. Qu'est-ce que le champ de vecteur représente? En fait, c'est ce dx-là
c'est ce vecteur-là ici, qui va nous dire, je vais l'écrire en vert juste pour faire changement, où est-ce qu'on va se trouver à t plus dt, un instant donné plus tard. Donc, ça c'est un peu une prédiction du futur à partir d'un point initial x et d'une entrée qu'on a appliquée à ce moment-là. Donc, le champ de vecteur, qu'est-ce qu'on illustre dans le fond? C'est la variation instantanée de nos états en fonction de l'état actuel et des entrées comme ça. C'est intéressant de rentrer un peu plus dans le détail pour les systèmes mécaniques qui sont un cas un peu particulier. On peut être plus précis que ça. Mécanique. Parce que tous les systèmes mécaniques, c'est typiquement d'ordre 2. Donc, pour chaque degré de liberté, d'habitude, on a besoin d'un état qui va être une coordonnée de position et la vitesse associée. Donc, ici, position, et ça serait vitesse, comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de voir que quand on prend la dérivée de ça, qu'est-ce qu'il faut calculer dans le fond, c'est la vitesse et l'accélération. Donc, la vitesse, le taux de variation de ma position, c'est déjà une coordonnée. Donc, ça, cette équation-là est typiquement triviale quand j'ai un système d'ordre 2. On a le taux de variation d'un état est égal à un autre état directement. Et l'accélération, ben, dans le fond, c'est typiquement une somme des forces divisée par la masse. Donc, en fait, toute la dynamique se passe dans une des deux équations, celle où on doit calculer l'accélération en fonction des états. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ça veut dire que si mon x1, dans le cas d'un système mécanique, ça va être une position, donc cet axe-là, c'est une coordonnée en termes de position, et cet axe-là ici, ça serait une coordonnée dynamique en termes de vitesse. Donc, supposons que je suis à ce point-là, à une coordonnée de position Q, et une coordonnée de vitesse comme ça. Regardons, décomposons mon vecteur en deux. Donc, supposons que ça c'est mon vecteur dx. La composante comme ça ici, cette longueur-là, c'est le taux de variation de ma position. Ça nous dit, à un instant donné, ça va être quoi notre nouveau Q, notre nouvelle position. Puis dans le cas d'un système mécanique comme ça c'est directement la vitesse. Fait qu'on voit qu'ici, en fait, la longueur de mon vecteur rouge horizontal dépend juste de la coordonnée d'origine verticale de mon système. Parce que instantanément, le taux de variation de ma position, ça dépend juste de ma vitesse. N'importe quelle force qui s'applique sur le système, ça n'influence pas la vitesse instantanément, ça n'influence pas la position instantanément. Ça va créer une accélération qui va finir par influencer la position, mais instantanément, qu'est-ce qui change le taux de variation de la position? C'est juste la vitesse. Et on voit ça sur le graphique d'une masse ici. On voit que la longueur ici de mes vecteurs, elle dépend de la hauteur ici. Puis quand je suis dans le négatif, ben, la longueur de mon vecteur, on a changé de direction, mais qu'on voit que dans le fond, cette longueur-là, ça dépend de ma position en vitesse. Donc ça, on a fait ici envers ce terme-là. Et maintenant, je vais prendre, on va revenir en noir pour ce terme-là. La coordonnée ici de mon dx,
c'est dans le fond l'accélération qui est égale à typiquement une sommation des forces sur ce degré de liberté-là divisé par une masse associée ici. Donc, qu'est-ce qui arrive? Typiquement, si je regarde dans le cas de mon pendule, ben, là, j'ai dessiné à peu près, mais normalement, le fait que la coordonnée en vitesse, la longueur des vecteurs est juste associée à celle-là, on devrait le voir même pour ce système-là. Qu'est-ce qui change ici? C'est que le taux de variation de ma vitesse, donc l'accélération, dépend d'un vecteur gravité ici. Même si j'applique aucune force externe, la gravité dévie mon vecteur comme ça. Puis qu'est-ce qui arrive si j'applique une force externe additionnelle? On voit que dans le fond, si j'applique une force supplémentaire, ça me permet de, selon le signe de ma force, de dévier mon vecteur, mais juste la coordonnée dans le sens de la vitesse. Donc l'effet d'une force sur mon système, c'est de prendre mon vecteur et de dévier plus vers le bas comme ça. Tandis que la coordonnée dans ce sens-là, pour un système mécanique, elle dépend juste de la vitesse comme ça. Donc si on prend une fois de recul, de façon très générique, l'espace des phases, c'est tout simplement, on se projette pour calculer x à t plus dt avec les équations de la dynamique par rapport à un x au temps t. Et on évalue ça à plein de points sur les états possibles de mon système. Ça nous donne un champ de vecteurs qui est représentatif de comment mon système va évoluer dans le temps. Donc si on fait un petit exemple, si par exemple j'initialise une masse avec 0 vitesse, 0 position, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas bouger, elle va rester là, ce qui fait du sens physiquement. Puis on voit que mon champ de vecteurs, c'est ça aussi qui prédit. Si j'initialise une masse avec un petit peu de vitesse positive, qu'est-ce qui va se passer selon mon champ de vecteur? C'est que je vais avancer comme ça. Donc, autrement dit, ma position va augmenter, puis ma vitesse va rester constante, ce qui fait du sens physiquement aussi. Si on prend un système plus compliqué comme le pendule ici, si on démarre ici, ça serait démarrer le pendule parfaitement droit comme ça vers le haut. On voit qu'il y a comme deux solutions. Si je démarre un petit peu le pendule ici, il va partir comme ça. Si je suis un peu à côté ici, il va partir comme ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler un point instable. On voit que si je dévie un peu de ma position, d'un côté, le pendule, il va faire ça, il va tomber vers la gauche, ce qui représente la trajectoire comme ça. C'est-à-dire que si je suis un peu par ici, la trajectoire qui serait comme ça, c'est si mon pendule il tombe vers la droite comme ça. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? Si je démarre mon pendule là, on voit que le champ de vecteur il prédit comme une rotation comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça représente? Ben, si mon pendule est comme ça, il va osciller autour d'un point d'équilibre qu'on va appeler, qui serait, ici, ça serait exactement pi, puis moins pi, en termes d'angle. Donc ça, c'est en fait, ce point-là correspond à mon pendule est complètement en bas comme ça. Donc ce champ de vecteur-là permet un peu d'avoir une idée rapidement de l'évolution du système dynamique. Puis qu'est-ce qui va nous intéresser particulièrement dans un contexte d'asservissement? C'est de regarder la stabilité du système. Comme on peut le voir ici pour le pendule, on est capable de voir que certaines positions sont stables, certaines positions sont instables. Donc la prochaine étape, c'est si je mets un contrôleur sur ce système-là, comment je peux faire pour le rendre stable et le faire converger où ce que je veux. Et on va voir qu'un point de vue graphique de tout ça, c'est je vais appliquer des forces sur mon système, je vais influencer mon champ de vecteurs pour les dévier de sorte à avoir un comportement qui converge vers la position cible que je veux asservir. Donc ça fait le tour de la petite introduction. Prochaine capsule, on va parler spécifiquement de la stabilité, comment l'espace des phases est relié à un aspect de stabilité dans le système dynamique.